Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonsoir Marie-Caroline, bonsoir et toujours un plaisir de vous revoir avec un nouveau sujet. Alors, cette fois-ci, c'est l'investissement responsable. Alors, avant de vous laisser commencer, l'investissement responsable, ça veut rien dire, ça veut tout dire, mais sûrement vous allez nous expliquer ce que ça veut réellement dire et comment il faut l'entendre ou comment il faut l'intégrer pour pouvoir en parler et en faire un sujet de discussion. Donc, on vous laisse introduire une première définition pour qu'on sache tous exactement de quoi on parle. Et après, on vous laisse nous expliquer, nous dire ce que vous en pensez. C'est à vous. Excellent. Bonsoir Bernard. Donc l'investissement responsable, c'est vraiment une sorte de stratégie et une pratique qui vise à intégrer les questions environnementales, sociales et de gouvernance, donc il y a vraiment trois aspects, dans ces décisions d'investissement. Et donc c'est un peu comme quand on achète un produit dans la vie de tous les jours, c'est une question de lire les étiquettes. Et donc quand on a envie d'investir, c'est de comprendre le produit, de savoir où son argent va et à quoi il sert. Donc pour moi, c'est vraiment le parallèle là. Et donc, on va parler de stratégies qu'on peut utiliser, voilà, mais avant de rentrer vraiment dans le sujet, j'aimerais dire deux, trois petits points. Le premier, c'est de ne pas sous-estimer le pouvoir de l'action individuelle. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à se dire, ah, mais on est tellement petit qu'en fait, si je commence à regarder ou si je commence à changer mes investissements, etc., ça ne va rien changer. Au final, il y a une étude qui a été faite par Make My Money Matter en Angleterre et qui dit que changer de prestataire, par exemple de pension, donc la pension, si vous avez une pension privée, c'est jusqu'à 21 fois plus efficace que de baisser son empreinte carbone, d'être végétarien, d'arrêter de prendre l'avion et de changer de fournisseur d'énergie, tout combiné. Donc au final, ce genre de statistiques, on se dit, waouh, voilà, ça prend le contre-pied, entre guillemets, à ce qu'on pense en général, à se dire, ah mais moi, je suis tellement petite, ça sert à rien. Et donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on peut faire? Et du coup, c'est de faire un plan de ses avoirs et de comprendre en fait ce que chaque entité va faire avec son argent. Donc, son argent, il peut être placé dans des comptes courants, il peut être dans des comptes d'épargne, il peut être dans des pensions, etc. Et donc, juste le fait d'avoir un espèce de plan, ça va permettre de pouvoir possiblement agir ensuite. Et donc, il y a plein d'initiatives, surtout en France. Enfin, ayant vécu longtemps en Angleterre, je peux vous dire qu'il y a une enfin, que les Français sont très en avance. Et du coup, il y a plein d'initiatives dans justement les banques vertes, etc., via les Green Got ou les Helios, pour en citer quelques-uns. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment entre guillemets, l'introduction hyper important. Et personnellement, on peut avoir de l'impact. Donc après, si on a vraiment envie de réfléchir des stratégies pour l'investissement responsable, il y en a quatre. La première, c'est ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable ou l'ISR. Et donc ça va être un score qui est calculé par une agence qui est complètement indépendante. Et le score, il va il va se baser sur trois aspects. Donc l'environnement. Donc ça va être tout ce qui est l'usage de carbone, de l'eau, tout ce qui est la consommation d'énergie, les déchets, etc. Après, il y a une grosse partie qui va être sociale. Donc là, on parle de diversité, de rémunération, des droits des employés. Et puis après, l'aspect gouvernance, où ça, c'est du coup la conformité, la corruption, la composition des boards, etc. Donc ça, c'est un score. Ça permet de comparer les entreprises, mais c'est pas parce que une entreprise est polluante si elle a les autres gros, par exemple le social ou la gouvernance qui est bonne, le score pourra être pas trop moche. Donc après, il y a d'autres stratégies. La deuxième, c'est le screening ou l'exclusion. Donc ça, en fait, on va partir sur de la donnée, sur des datas, et on va exclure des produits ou des thèmes qui ne nous plaisent pas. Donc, encore une fois, très personnel. Mais donc, en général, les plus souvent exclus, ça va être tout ce qui est alcool ou tabac ou tout ce qui est armes. Et donc, ça va vraiment prendre en compte des considérations éthiques,
mais aussi des accords, par exemple, régionaux, ou alors tout ce qui est les accords de Paris, etc. Après, donc ça, c'est assez, pour le coup, radical. On exclut. Après, il y a une autre façon, c'est l'impact, l'investissement à impact. Et donc ça, c'est regarder l'investissement non pas seulement via un but financier, mais le but, c'est de créer le changement et donc de faire partie du monde qu'on a envie de voir. Et donc du coup, ça, ça va être social ou environnemental, l'impact. Et il y a des fonds qui sont assez connus. Pour en citer encore une fois deux, il y a Alter Equity ou Mirova qui ont justement ces fonds à impact qui permettent de financer des entreprises ou des causes qui nous plaisent. Et la dernière facette, mais ça c'est plus pour les institutionnels, parce que les trois premières c'est vraiment en tant que particulier on peut le faire. Pour les institutionnels, c'est plus prendre par exemple des positions minoritaires dans des entreprises et du coup rentrer à l'intérieur de la stratégie d'une entreprise et du coup les pousser à changer. Et donc ça, bah, ça prend forcément plus de temps puisque au final, si on a envie qu'une boîte change un peu, bah, va falloir convaincre, va falloir pousser, etc. Donc c'est les quatre stratégies, sachant qu'il y en a trois qui sont faisables à titre individuel et il y en a une, c'est plus pour les institutionnels. Alors, je vais un petit peu réagir à tout ça. D'abord, pour que ce soit clair pour tout le monde, pour vous, pour les auditeurs, je suis intimement convaincu que la solution n'est pas de rester sans rien faire et qu'il faut faire quelque chose. Ensuite, sur le quelque chose, il y a beaucoup à dire. Sur le quoi faire et sur le comment faire, il y a beaucoup à dire. L'image que j'ai en tête un petit peu, c'est voilà, le XXe siècle, ça a été le siècle des guerres. On a eu la Première Guerre mondiale, on a eu ensuite la Seconde Guerre mondiale, on a eu ensuite les guerres de décolonisation, on a ensuite eu la guerre froide, et petit à petit, ce cycle des guerres s'est terminé. Et je pense que le XXIe siècle, ça va être ce combat, non pas une guerre, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, et les mots ont un sens, mais ça va être ce combat pour retrouver de l'harmonie, de la durabilité, de la réalité dans notre façon d'échanger avec les autres, dans notre façon de construire, dans notre façon de bâtir. Et comme on est dans un monde de l'argent, puisqu'on est dans un monde peut-être pas vraiment libéral, mais en tout cas on est dans un monde capitaliste, c'est avec l'argent qu'on va beaucoup travailler le sujet. Après, là où je m'oppose toujours à ce sujet ESG, d'abord, je pense qu'on n'a pas fait la genèse. Et je vais ensuite vous expliquer ce que c'est la genèse. Et après, je pense que dans l'ESG, les gens pensent qu'ils jouent un billard à une bande, alors qu'en fin de compte, ils jouent un billard à 1000 bandes. Et quand on fait quelque chose, on a toujours l'impression, et d'ailleurs je pense que c'est avec beaucoup de sincérité que les gens le font, que la chose qu'ils font est une chose bonne. Là-dessus, ils ont raison et ils doivent être remerciés pour cela, mais ce dont ils ne se rendent pas compte, parce qu'ils n'ont pas la connaissance, pas la compétence ou pas la maîtrise des rouages, c'est qu'ils vont engendrer 8 ou 9 ou 10 actions mauvaises après leur bonne action. Et c'est sur ça que j'ai envie de dire. D'abord, la genèse, c'est quoi? La genèse, on manque de connaissances. C'est-à-dire qu'on manque de connaissances. Je vais donner un exemple sur le premier thème que vous avez abordé, lire les étiquettes. Alors, il y a des lois qui font que dans certains pays, sur certains produits, d'une certaine manière, il n'y a pas d'obligation à tout marquer sur les étiquettes. Il n'y a absolument pas d'obligation à tout marquer sur les étiquettes. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des pays qui vont vous dire s'il y a moins de 0,1%, ce n'est pas la peine de le noter sur l'étiquette. Il y a d'autres pays qui vont vous demander une affirmation. Par exemple, certains pays vont vous dire OK, fabriqué en Chine ou fabriqué en Asie. Donc, fabriqué en Chine, c'est très bien. Si c'est fabriqué par des Ouïghours prisonniers, c'est moins bien. Si c'est fabriqué par des enfants, c'est aussi moins bien. Si c'est fabriqué par des handicapés maltraités, c'est encore pire. Et si c'est fabriqué par des gens réellement sous-payés ou dans une usine où on les frappe, où on les maltraite, c'est aussi catastrophique. Et ça,
je l'ai dit pour la Chine, mais je vais prendre un exemple que j'aime souvent prendre quand on parle de SG, c'est Orpea. Orpea avait une très bonne note, et ensuite on s'est rendu compte qu'il maltraitait non seulement qui maltraitait les employés, mais pire ensemble, qui maltraitait les petits vieux et les petites vieilles que les familles étaient allées leur apporter. Donc, quelqu'un de bien intentionné aurait dit Orpea, très bonne note, en plus c'est des EHPAD, il faut s'occuper de notre vieux, boum, j'achète des titres. Comme ça, c'est une manière de soutenir l'entreprise. Et c'est vrai qu'acheter des titres d'une entreprise, c'est une manière de la soutenir. Eh bien, 2 fois boum en retour. La première, il a soutenu des salauds et personne ne lui a jamais dit, alors qu'en théorie, il y avait des gens qui étaient censés faire des audits et des gens qui auraient dû faire des audits approfondis. Et deuxième effet, il perd ses sous parce que l'action s'effondre. Donc lui, il ne comprend même pas ce qu'il arrive, il perd tous ses sous. Et ça, c'est une des deuxièmes choses que vous avez dit, c'est qu'en investissement, on crée un chemin où on crée une ligne vers laquelle on peut y aller, et bien là, le pauvre gars, il n'a plus de sous. Donc, il ne va même plus pouvoir investir pour créer un chemin. Il ne va pas pouvoir se dire, bon, je retire mon argent et je fais autre chose. Voilà. J'ai un autre exemple que j'aime bien donner parce que c'est une société que j'aime bien. En plus, c'est une société où les gens ont gagné beaucoup d'argent cette année. C'est la société Total. OK, on veut pas de pétrole, on veut plus d'énergie fossile. Alors, vendons Total, vendons tous nos Total jusqu'à les mettre en vraie difficulté et à ce qu'ils soient rachetés par quelqu'un qui, au lieu d'avoir une éthique compréhensible ou qui avoir une vision du chemin de l'ESG, va avoir une vision du je m'en foutisme complet et va prendre et va devenir actionnaire en Total et leur dire faites ce que vous voulez, on s'en fout, on dégage nos activités en dehors du territoire français, on va vers des territoires où on nous laisse faire ce qu'on veut et des choses comme ça. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que c'est toujours, on n'a pas la connaissance pour agir en bonne et due forme et que c'est toujours un billard à 3, 4, 5, 6 ou 7 bombes. Et de là, il faut extrêmement s'en méfier. Et de l'autre côté, je dis, et là, je suis d'accord avec vous, ne rien faire serait la pire des choses. Donc maintenant, quel est ce chemin qu'on peut trouver entre ne pas se faire avoir et ne pas rien faire? La question A. Ouais, non, bah, complètement d'accord que c'est un sujet qui est encore assez récent, on va dire 10 ans, ouais, allez, 5 ans, c'est vraiment tout le monde en parle. Du coup, il y a clairement un problème de normes, clairement un problème de repères. Et moi, j'allais ajouter une chose. Ce qui me m'horripile ou ce qui m'énerve en tant qu'investisseur individuel, c'est que dès qu'on veut investir sur des fonds ESG, les frais sont plus élevés que sur des fonds normaux. Je vois pas nécessairement le point ou l'intérêt. Eh, si. Bah, allez-y, David. Non, non, alors attendez, justement, on va en profiter parce que pour une fois, d'habitude, on fait votre partie tous les deux tout seuls. Là, c'est un peu votre succès, votre image de marque qui ne cesse de grandir. On a des invités qui sont venus exprès pour vous écouter. Alors, on va demander 2 réactions. On va d'abord demander la réaction à Julien qui va nous donner, entre guillemets, une réaction de consommateur, d'investisseur et voilà, d'individus faisant partie d'une société et ayant envie de l'accompagner. Et ensuite, on va demander à David une réponse de professionnel qui, lui, a construit, bâti des fonds ESG, a donné cette dimension à sa société de gestion pour influencer. Et il va nous dire, en tant que professionnel, où il estime être sur la route. Est-ce qu'il estime être au kilomètre 1, au kilomètre 99 et quelles sont les contraintes avec lesquelles il doit faire. Donc, c'est d'abord à vous, Julien. Bonsoir à tous. Bah, intéressant, c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant, qui est d'actualité. Et comme vous l'avez dit justement, Bernard, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on consomme moins, qu'on consomme mieux, mais il faudra peut-être aussi qu'on investisse et qu'on épargne mieux. Après, en tant que petit consommateur et investisseur, personne physique, c'est vrai que je serais intéressé par investir dans l'investissement, dans tout ce qui est fonds ESG. Par contre, effectivement, quand bien même c'est un sujet qui existe déjà depuis une dizaine d'années, on n'a pas vraiment forcément l'ensemble des informations, en tout cas pour choisir directement ces fonds. Premier point. Et puis deuxièmement, moi en tant qu'investisseur, je remarque quand même que les frais d'entrée, c'est vrai parfois sur un certain nombre de fonds, alors peut-être que je me suis adressé aux mauvaises sociétés de gestion, mais que les frais d'entrée sont quand même assez élevés par rapport, on va dire, d'autres fonds classiques. Après, étant un petit peu également dans la partie, par mon activité et côtoyant un certain nombre de clients et d'épargnants finaux,
C'est vrai que paradoxalement, je remarque quand même que c'est assez rare qu'on vienne nous voir directement en disant je veux travailler avec vous, je veux investir par votre compagnie. Par contre, présentez-moi un gérant financier ou composez-moi un portefeuille qui sera composé exclusivement de fonds ESG. J'avoue que ça ne m'est jamais arrivé. Peut-être que les clients que j'ai rencontrés n'ont pas cette conscience-là, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour orienter l'épargne des Français et les investissements vers des fonds thématiques de ce genre. Ok, et maintenant une réponse plus professionnelle, plus du côté des bâtisseurs de ces fonds, de ce type de fonds, David. Alors, juste un point sur la question des frais de gestion. Euh, Construire un portefeuille ESG, tout simplement, ça coûte plus cher. Il y a des coûts de production qui sont plus élevés. Pourquoi? Parce que vous avez besoin d'analyses supplémentaires. Donc, analyse supplémentaire, c'est quoi? C'est soit vous déléguez cela à des sociétés qui vont vous fournir des notations ESG ou des notations ou des données sur l'empreinte carbone des entreprises, etc. Tout ça, chaque lot de données coûte une petite fortune. On dit souvent que dans la ruée vers l'or, ce sont les fournisseurs de pelles et de pioches qui ont fait fortune. Je peux vous confirmer que du côté des fournisseurs de données extra-financières, tout va bien. Maintenant, et par opposition, si on compare ça, on dit toujours oui, mais les ETF, ça coûte pas cher. Alors pourquoi est-ce que la gestion, ça coûterait cher? Ben, pour l'ETF, je n'ai pas besoin de me poser de questions sur ce que fait l'entreprise. J'ai juste besoin de connaître quel est son poids dans l'indice et je le reproduis dans mon portefeuille sans me poser de questions de savoir si c'est bien, pas bien ou quoi que ce soit. Donc effectivement, ça demande pas, ça demande une certaine technicité, mais pas beaucoup de matière grise, on va Alors, dire. je vous interromps, Oui. David. Est-ce qu'il y a des ETF ESG? Alors ça commence, mais les méthodologies sont encore un peu balbutiantes et j'ai envie de dire surtout que ces ETF ESG sont un peu monomaniaques, c'est-à-dire que vous allez avoir l'ETF bas carbone, il va faire que du bas carbone. Et si la gouvernance d'une entreprise est très mauvaise, mais qu'il n'y a pas beaucoup de carbone, ben c'est pas grave, ils vont prendre cette entreprise-là. Donc, vous allez avoir des ETF sur la gouvernance. Mais pareil, si vous avez une société qui pollue beaucoup et qui a une excellente gouvernance, ben, cette société sera inclue dans cet ETF. Donc, dès que vous arrivez à des choses qui sont un petit peu croisées, c'est ce qu'on essaye souvent de faire chez Sansot, on a une politique d'exclusion, plus une politique ESG, plus après, on va chercher des choses qui sont significativement engageantes sur les thématiques des objectifs de développement durable des Nations Unies, etc. Tout ça, vous avez beaucoup de mal à le trouver sous forme d'ETF. Il n'y a que dans la gestion active qu'on a tout ça. D'accord. Allez, on va revenir à Marika. On va vous laisser faire une conclusion sur ce sujet et peut-être une conclusion à la lumière ou à la lecture de ce que vous avez entendu, des remarques des uns et des autres. Déjà, merci David, parce que je n'avais jamais compris. Donc, ce n'était pas nécessairement comparer ETF avec les fonds ESG, mais plus des fonds ESG versus d'autres fonds actifs. Voilà. Mais donc, merci de dire que la data, ça coûte cher. Et non, après, je pense qu'on est tous sur la même base qu'il faut faire quelque chose, qu'il y a plein de stratégies qui existent, de volonté de changement, d'initiatives, que tout n'est pas parfait, normal. Ça fait 10 ans, 5 ans et voilà. Mais encore une fois, c'est en continuant qu'on aura de la meilleure data, de la meilleure donnée. C'est en continuant qu'on aura des ETF qui sont plus croisés, etc. Donc continuons. D'accord. Alors, il y a Mehdi Rajdi de la société H2O AM qui nous a rejoint, qui va participer avec nous aux deux débats de tout à l'heure. Et on va juste lui poser une question avant de commencer le premier débat. Mehdi, donc vous êtes une société qui fait beaucoup de global macro, qui fait énormément ça. Est-ce que l'ESG, ça a du sens dans la global macro? Juste en 1 minute et après, on va passer à quelque chose d'autre. Ouais, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous revoir. L'ESG, oui, peut avoir du sens. C'est quelque chose que nos clients ont en tête aujourd'hui. Donc, c'est plus compliqué à mettre en place parce que ce sont des stratégies qui sont faites via des options, des futurs. Donc, c'est un peu plus compliqué à mettre en place.
Mais ce sont des choses auxquelles on réfléchit aujourd'hui et qu'on aimerait bien mettre en place. On veut bien le faire. On ne veut pas devenir article 9 et demain et le lendemain passer à article 8. Donc, il faut bien éviter certains écueils. Mais je pense que tout ce qui touche à l'ESG a forcément un sens, quelle que soit, j'ai envie de dire, la stratégie de gestion. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Et on reviendra plus longuement sur ces sujets tout à l'heure. C'est maintenant le temps de l'édito sur lesquels vous allez tous être appelés à réagir. Les nouvelles sectes 2.0. Voilà bien longtemps que je dis et répète que le monde des cryptoactifs ressemble à s'y méprendre au monde des sectes. Pour essayer de vous convaincre, je suis allé chercher 2 définitions. Une secte est une communauté humaine dont les membres suivent avec rigueur une même doctrine, en concurrence avec d'autres groupes et sans assumer une position dominante qui lui conférerait un monopole ou un caractère officiel. Deuxième définition, les sectes naissent d'une insatisfaction de l'ordre établi et d'une volonté d'harmoniser l'ordre social avec les exigences dont elles se revendiquent. Les créateurs des cryptoactifs souhaitent créer un nouvel ordre monétaire qui échapperait au gouvernement et donnerait ce pouvoir à l'algorithme. Ça, c'est la première ressemblance. Les créateurs de cryptoactifs s'enrichissent comme les gourous des sectes et entraînent dans leur chute leurs adeptes. L'exemple de SBF, donc Sam Bankman-Fried avec FTX, et on ne peut plus parlant. Comme la scientologie, le Bitcoin a presque atteint le niveau officiel. Donc là, ce que j'ai envie de dire, c'est comme la scientologie est presque une religion, on se retrouve avec le Bitcoin qui est presque une monnaie. En tout cas, c'est là où le cryptoactif le plus proche de la monnaie. Et comme les sectes, ils sont maintenant là pour toujours. Nous aurons des périodes où les tenants seront forts, d'autres où ils seront moins forts, des moments calmes, des moments de tension. Nous allons bien entendu, à la mode des démocraties, légiférer de plus en plus pour les contenir dans un espace non gênant et non perturbant. Et enfin, comme les sectes, ils n'ont rien apporté à l'humanité, sauf peut-être la blockchain. Et c'est là peut-être la seule différence qui finira par faire la différence. Lorsque le métaverse deviendra une réalité où on aura la monnaie pour un univers. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, ça fait 2 fois qu'on essaye, on n'y arrive pas vraiment, mais là aussi c'est une de mes convictions, ça finira par marcher. Alors, commençons le débat. Essayons de ne pas être consensuels et de vraiment donner tous les avis possibles et imaginables. Et comme toujours, je vais laisser David commencer à l'ouverture. J'ai une seule question, David, qui va guider le début. Après, vous aurez la parole libre. Secte ou pas secte? Alors, j'ai envie de répondre secte. Allez, pourquoi? Alors... Tout simplement pour une raison de sémantique. Lorsque je discute de crypto, vous avez beaucoup de gens qui me répondent « j'y crois ». Alors, tu y crois, toi? Oui, j'y crois. Ah oui, moi j'y crois. Oui, et toi, tu y crois. Voilà. Croire, c'est la première fois. Personne ne m'a jamais demandé si je croyais dans la Fed ou si je croyais dans l'euro ou dans le yen ou dans le dollar, quoi. Mais voilà, là on me dit pas, tu penses que ça va monter, tu penses que ça va baisser. On me dit, tu y crois. Bon, donc ça c'est pour l'anecdote. Alors maintenant, je vais compléter avec 2 visions qui sont totalement opposées. Celle de mes chers étudiants à Dauphine, puisque je donne des cours à mes heures perdues dans cette université, et j'ai des débats passionnants avec eux. Et le premier d'entre eux, c'est que quand je leur parle, quand je les écoute, je suis fermement convaincu que ces cryptoactifs sont là pour rester et pour rester longtemps. J'ai énormément de mal quand je leur dis que, à mon avis, ce n'est pas une devise, ce n'est pas une monnaie. Quand je leur dis ce n'est pas une monnaie parce que je ne peux pas payer mes impôts avec. Eux, ils me répondent, mais c'est une monnaie puisqu'on peut acheter des choses avec. Donc, finalement, ça c'est du troc, c'est pas pareil. Voilà. Donc, on a ce genre de débat et ils me disent, mais c'est très bien qu'on puisse pas payer ses impôts avec parce que justement, on est hors système. Les impôts, c'est le système, donc c'est pas grave. Bon, voyez, donc vous voyez, ce genre de dialogue me prouve et me disent que effectivement, pour eux, le Bitcoin, toutes ces crypto-monnaies, c'est totalement intégré. C'est totalement normal, classique, ça fait partie de leur vie. Et donc, je pense que plus ils vont grandir, plus ils vont construire leur patrimoine, plus ils vont certainement allouer une partie de leur patrimoine à ces actifs, probablement en tous les cas, plus que nous le faisons nous. Alors après,
l'autre vision totalement différente, et ça c'est la mienne, avec mes cheveux gris, et je l'assume, c'est que ces crypto-monnaies sont nées dans une époque extrêmement particulière, celle où on imprime de la monnaie réelle à tout va, celle où on met des taux d'intérêt négatifs. Et donc, dans un monde où détenir 1 euro, finalement, vous coûte de l'argent, dans un monde où vous détenez 1 euro et puis vous voyez qu'on en imprime des milliards qui sortent d'une planche à billets par la décision d'une banque centrale, vous pouvez avoir envie, ou du moins avoir la tentation, de créer quelque chose d'alternatif. Mon interrogation, c'est de savoir si dans un monde où vous allez avoir des taux monétaires autour de 4%, je rappelle que c'est ce que nous avons aux États-Unis, 4% taux monétaire. Voilà, c'est la situation du monde d'aujourd'hui. Est-ce qu'entre détenir un dollar qui va vous rapporter 4% par an et détenir un bitcoin qui ne porte pas d'intérêt, je ne suis pas sûr que l'engouement et l'intérêt se confirment, mais comme vous le disiez Bernard, c'est probablement des cycles, et que effectivement, peut-être que dans les phases de hausse de taux d'intérêt, de taux d'intérêt élevés et d'inflation, vous aurez peut-être des gens qui voudront détenir des devises et des monnaies qui vous payent des intérêts, et peut-être que dans des phases de désinflation, voire de déflation, avec des taux d'intérêt faibles, peut-être qu'on se reportera peut-être sur ces cryptoactifs. Allez, Marika, qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà, la même question qu'à David, où vous me faites une réponse secte ou pas secte, et après vous développez et vous nous dites comment vous voyez ce monde-là. Je poserai la même question à Mehdi juste après vous. Ok. Pour moi, secte, non. Hors système, oui, mais secte, non. Pourquoi? Parce que pour moi, une secte, c'est vraiment on n'arrive pas à en sortir, en fait. C'est flippant à ce point. Alors qu'une crypto, je me dis, bon, si vraiment on s'est fait avoir, on peut la vendre, voilà, il y aura une perte, il y aura plein de choses, mais n'empêche que l'aspect de sortie, elle est possible. Et donc, du coup, ça me fait beaucoup moins peur, entre guillemets. Après, les cryptos, c'est pas du tout mon truc. Moi, je comprends pas vraiment le produit. Et donc, du coup, et aussi, ce qui me fait peur, c'est que vraiment tout le monde en parle. Tout le monde en achète. Il y a plein de gens qui en achètent alors que c'est leur premier investissement. Alors que c'est quand même un produit qui est hyper risqué, qui ne va pas à tout le monde, et qu'une personne qui a pas mal d'argent, qui veut tenter, pas de souci, mais que des petits épargnants se fassent un peu juste parce que c'est à la mode et qu'on a l'impression qu'il faut absolument rentrer dedans. Ça, personnellement, ça me met mal à l'aise et j'ai peur pour eux, mais bon. Voilà, donc pour moi, ouais, il y a vraiment une décorrélation entre le risque qui est gros et le fait que c'est pas du tout adaptable à toutes les situations, et pourtant qu'il n'y a personne qui va un peu donner des red flags en disant attention. Alors, je vais vous répondre parce que c'est intéressant. Vous avez dit la première des choses, c'est pas une secte parce qu'on ne peut pas en sortir. Alors, d'abord, des sectes, on peut en sortir. C'est très compliqué, c'est très laborieux, il y a de la pression, il y a de la violence, mais régulièrement sur les plateaux télé ou dans les magazines, vous voyez des témoignages de gens qui disent qu'ils en sont sortis, qui vous expliquent comment ils s'en sont sortis et le chemin de croix que ça a été et la douleur que ça a été. Et là, je vais faire un parallèle, c'est-à-dire que quelqu'un qui a investi dans FTX, et prenons l'exemple d'un jeune qui aurait investi dans FTX quelques centaines ou quelques milliers d'euros en partant les emprunter à ses parents, ou pire encore avec son prêt étudiant qu'il aurait fait à la banque, et maintenant il se retrouve avec pratiquement rien. Il peut décider d'en sortir, de vendre ce pratiquement rien, de se retrouver avec une dette et d'assumer sa dette, donc d'aller travailler pour assumer sa dette et payer cette dette peut-être pendant 3, 4 ou 5 ans, suivant la taille de la dette et la manière dont il l'aurait organisée. Il peut aussi décider, comme les gens, une fois déçus dans une secte, de rester. Il aura quand même sa dette, il aura juste à trouver dans sa tête pour s'organiser un coupable ou un responsable. Et voilà. Donc, dans ce que vous expliquez pour démontrer ou pour dire
que dans votre point de vue, ce n'en est pas une, je ne suis pas sûr que vous abondiez pas dans mon sens. La deuxième des choses sur laquelle je veux venir, c'est le premier investissement. Vous dites, vous êtes très étonné que ces jeunes fassent le premier investissement dans quelque chose qu'ils maîtrisent aussi peu et dans laquelle il y a autant de risques. Eh ben, je vais vous raconter mon histoire personnelle, qui est l'histoire un peu de beaucoup de gens de ma génération. C'était la même chose. Entre 0 et 18 ans, j'étais dans une épargne organisée sous la tutelle de mes parents parce que mineur. Et donc, c'était 100% de mes petites économies sur le livret A, qu'on appelait d'ailleurs à l'époque le livret de caisse d'épargne. Et quand j'ai eu 18 ans et que j'ai pris de l'autonomie financière, je suis allé à la banque. Donc, à l'époque, juste pour rappeler, il n'y avait pas de Minitel, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de choses. On allait à la banque et on passait un ordre. Donc, je suis allé à la banque, j'ai passé un ordre et j'ai acheté des actions parce que j'avais une espérance de gain assez élevée, une espérance de gain assez forte. Et globalement, je n'y comprenais absolument rien. On avait d'ailleurs les cours le lendemain dans le journal puisqu'il fallait attendre la fermeture de la bourse. Et à l'époque, il y avait les canaux d'information étaient assez compliqués. Et je suis allé vers de l'investissement à risque tout de suite. Et donc, bien entendu, j'ai commencé par gagner et j'ai fini par perdre. Et à peu près la même histoire que toutes les choses. Donc voilà, donc les deux points que vous mettez en avant, je ne suis pas sûr que ce soit des points qui vraiment fassent la chose. On y reviendra tout à l'heure. Mehdi, vous êtes là, Mehdi? Oui, je suis là. Allez, super. Bernard. Alors, votre point de vue là-dessus, donc la même question qu'aux autres invités, en 2 mots, secte ou pas secte, et après vous détaillez un petit peu plus et vous nous donnez un point de vue. Ouais, très bien, je dirais certainement secte aujourd'hui, quid de demain. La question est, c'est vrai que la crypto, c'est intéressant parce que, pour reprendre ce que disait David tout à l'heure, on nous parle souvent de croyances. Et pour rebondir également sur ce que vous venez de dire, moi je me souviens quand j'ai commencé à travailler, vers 1997, hein, je suis peut-être plus vieux, et on commençait à parler des valeurs, les points .com, et certains de mes amis en fait, quittaient leur job pour lancer leur propre structure et boursicoter sur toutes les valeurs .com. Et est arrivée la crise de 2000 et ça a été très complexe. Il y a eu un effet de nettoyage. Et je pense que les cryptos peuvent devenir, alors de là devenir une monnaie référence, il faudra du temps parce qu'il va falloir que des banques centrales s'adossent à ces cryptos. Donc certaines envisagent de le faire de façon de le faire avec parcimonie, etc., etc. Mais il va falloir quand même le soutien d'une banque centrale. Mais je pense que ce qui se passe aujourd'hui, vous avez cité FTX, etc., ça nettoie tout de même ce marché des cryptos. Donc, on y verra un peu plus clair. C'est un peu comme toutes les nouveautés. C'est-à-dire qu'au départ, il y a un attrait énorme, il n'y a pas du gain. On se dit que c'est de l'argent facile. Malheureusement, on n'a rien sans rien. Il n'y a pas de martingale. On essaye de comprendre. On nous dit souvent, vous avez des cheveux blancs, vous ne comprenez pas. C'est nouveau, c'est le nouveau monde. C'est exactement ce qu'on nous disait en 98-99 avec Internet. Exactement ça. Beaucoup se lancent dans cet univers-là. Mais finalement, il y a beaucoup de prétendants, mais il y a assez peu d'élus. Et le principe d'une devise, c'est que vous avez plusieurs peut-être prétendants, mais après, il y a quelques élus. Et je pense que la crypto, on arrivera à cela. Mais il va falloir, pour qu'on arrive à cela, un peu plus de régulation, de réglementation, que les banques centrales s'intéressent à ce que font ces cryptos. Il y a beaucoup, on le sait, d'argent sale, etc. etc. Donc ça passe par des phases de baisse massive, comme on l'a vécu cette année, de forte volatilité, et qui vont écrémer ce marché-là. Donc, la crypto, oui, mais pas n'importe comment. Ok, super. Allez, Julien. Alors, vous avez droit à la même question que tous les autres, secte ou pas secte. Vous me faites une réponse en 10 secondes et après, vous développez, vous donnez un point de vue plus complet, plus approfondi. Pour moi, secte. Je trouvais sur un site de promotion Bitcoin Trading, croyez-vous en le Bitcoin? C'est vrai que quand on parle de crypto-monnaie, vous avez toujours le mode religieux qui n'est pas très loin. On aurait donc un Bitcoin Jésus avec quelques miracles que vous vantent certains amis ou certains collègues. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été étonné de la part
certains amis ou connaissances qui n'avaient, pour le coup, eux, aucune connaissance des marchés financiers et qui n'avaient jamais ni même investi dans une action du CAC 40 et qui se mettaient à investir des sommes, somme toute conséquentes eu égard à leur patrimoine sur le Bitcoin, ou en tout cas sur les crypto-monnaies au sens large, et qui vous expliquait que c'était le bon moyen de gagner 1% par jour, et encore en étant relativement prudent, un bon moyen de gagner de l'argent facile. Moi, je trouve ça toujours un petit peu sceptique. J'ai toujours été un petit peu sceptique vis-à-vis de ça. Alors, effectivement, j'ai peut-être moins de cheveux blancs que David, mais c'est peut-être parce que ça se voit moins sur la caméra. Mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas mon truc, la crypto-monnaie. Je ne comprends pas. Je ne vois pas pour le moment à quoi ça sert. Après, comme David, je donne des cours également en université. Moi, c'est du côté de Strasbourg. À croire qu'on n'est pas assez bien payé dans notre job, mais ça, c'est un autre débat. Et effectivement, la semaine dernière, j'étais à Strasbourg avec des jeunes qui ont une vingtaine d'années. Moi, j'en ai 40. Donc, on va dire que mathématiquement, ça pourrait être mes gamins. Et je vous laisse une des premières questions qu'ils m'ont posées. J'interviens sur l'aspect ingénierie patrimoniale, assurance vie, mon métier. Est-ce qu'on peut mettre de la crypto-monnaie dans le contrat d'assurance vie? Donc, pour des jeunes qui ont une vingtaine d'années, la crypto-monnaie, qui sont destinés à rejoindre la place financière, quel que soit leur job dans les mois qui arrivent, pour eux, la crypto-monnaie, c'est un environnement. Ça fait partie de leur monde, ça fait partie de leur monde de pensée financier, et c'est tout à fait légitime qu'on se pose la question, est-ce qu'on peut investir, est-ce qu'on peut structurer son patrimoine via une crypto-monnaie? Pour l'instant, j'en pense rien, en tout cas, j'en pense pas quelque chose de bien. Je ne comprends pas ce qu'il y a derrière. Je remarque une volatilité particulièrement importante. Je n'en vois pas l'utilité, sauf à partir sur un univers métaverse, comme on a déjà évoqué dans cette émission, plusieurs fois dans cette émission. Donc moi, je suis relativement sceptique sur le futur à court terme des crypto-monnaies, mais en tout cas, c'est dans l'environnement, c'est dans le quotidien des jeunes qui deviendront vieux. Donc, je pense qu'il faudra qu'on fasse avec et que nous, les vieux, on s'adapte et qu'on se mette au goût du jour comme nos anciens l'ont fait, comme nous sommes arrivés, lorsque nous sommes arrivés, comme on a avancé de nouvelles idées. Ok, alors on va revenir à Marika. On est plutôt dans un aspect un peu consensuel où il y a quand même une forte majorité qui pensent qu'on est un peu dans l'ordre sectaire. Vous, de but en blanc, vous aviez dit non, vous aviez expliqué pourquoi en donnant des arguments. Donc ici, à la French Radio, on n'est bien entendu pas une secte et on va revenir vers vous pour vous laisser plus de champ et plus expliquer ça. Maintenant que tout le monde s'est un peu exprimé, que tout le monde a un petit peu parlé, vous avez peut-être d'autres arguments et un autre point de vue à développer pour montrer que même si on peut avoir tendance à répondre un peu vite, c'est une secte, ça n'en est pas une et c'est une construction d'une nature différente. Voilà. Allez, c'est à vous, Caroline. Caroline. Non, je maintiens. Pour moi, c'est pas une secte. Encore une fois, enfin, ouais, c'est peut-être juste le mot, mais j'aime pas ce mot. Et du coup, ça me fait flipper. Alors que pour moi, investir dans des cryptos, c'est un choix individuel. Alors oui, tout le monde en parle. Oui, il y a l'appât du gain. Oui, oui, on a envie parce que y a tellement de discussions autour de ça qu'on n'a pas envie d'être sur le côté de la route, mais n'empêche que c'est son choix. Donc ouais, enfin, moi, ça m'impacte pas du tout en fait. Donc secte, non. Ça ne vous impacte pas parce que vous ne possédez pas de cryptoactifs et vous n'avez pas investi dessus. Mais dans le cadre de vos activités, c'est des questions qui doivent quand même revenir régulièrement. Ça dépend. Ça dépend beaucoup. En fait, moi, j'ai des clients qui ont entre 30 et 72 ans et qui sont un peu partout. Donc, non, ce n'est pas du tout une des premières questions. Moi, vraiment, mon activité, c'est vraiment le bien-être financier. Donc, c'est comprendre ce qu'on fait. Et donc, en fait, le produit sous-jacent m'importe pas du tout. Donc, ils ont envie d'investir dans la crypto, il n'y a pas de souci. Tant que vous avez compris pourquoi vous le faites, les risques, votre horizon de temps, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment une question d'alignement et donc de stratégie. Et donc, après, comment la stratégie est faite, du moment qu'elle fait du sens, moi, ça me va.
Ok, super. Eh ben, comme toujours, on va laisser David conclure un petit peu, donner une conclusion. David, essaye d'avoir une conclusion équilibrée entre les points de vue exprimés de ce n'est pas une secte ou c'est une secte, de voir un petit peu les choses et après vous enchaînez directement sur votre édito. Pardon, sur votre point marché. Écoutez, je conclurai peut-être avec un point dont on n'a pas du tout parlé, qui est quand même la technologie blockchain, et qui est un point, une méthodologie, une technologie qui est en train de trouver de plus en plus d'applications dans des domaines assez divers et variés. Et je pense que rien que cela, ça sera un apport très significatif dans le monde de demain. Voilà. Bien, si vous le permettez, je passe à la chronique des marchés. Chronique des marchés financiers qui sont quasiment en pleine forme en fait. Hein. Je ne sais pas ce qu'on raconte depuis des semaines et des semaines en parlant de marchés qui baissent, etc. Ça ne baisse pas du tout en fait. Non, pardon, je vais être un petit peu plus sérieux. Sur le mois de novembre, et un petit peu plus factuel, sur le mois de novembre, donc les actions américaines et japonaises ont repris à peu près 4%, alors que les marchés européens auraient rebondi de 10%. Depuis les points bas du mois de septembre, c'est un rebond de 20% que nous avons eu en zone euro, contre un rebond de 8% pour les actions internationales. Alors, ça nous met où depuis le début de l'année? Alors, tout ça reste en baisse depuis le début de l'année. Donc, la chute des marchés actions, elle est désormais de 15% aux États-Unis, 6% en Europe, et le Nasdaq, 27% de baisse. Et je ne vous parle même pas du concentré de Nasdaq que sont les GAFAM, qui, eux, sont en baisse d'à peu près 34%. Alors, ce rebond de 20% qu'on a eu depuis les points bas du mois de septembre peut paraître aberrant, alors qu'on se dirige tout droit vers une récession qui est largement annoncée. Alors, pourquoi ce rebond? Tout simplement parce que les investisseurs anticipent un ralentissement du rythme de hausse des taux des banques centrales. Aux États-Unis, le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed a montré que la détermination de ses membres à poursuivre le resserrement monétaire en raison d'une inflation encore élevée, mais aussi du marché du travail tendu, était intacte. En revanche, après avoir décidé à l'unanimité d'une hausse de taux de 0,75%, alors c'est ce qui porte désormais les taux monétaires à 4%, une nette majorité des membres du comité de la Fed juge qu'il sera probablement bientôt opportun de ralentir la hausse des taux. Alors attention, ralentissement du rythme de la hausse des taux, ça ne veut pas dire arrêt de la hausse des taux, ça ne veut pas dire encore moins baisse des taux. En Europe, on a à peu près le même son de cloche. Le compte-rendu de la réunion de la Banque centrale européenne confirme que les gouverneurs restent aujourd'hui beaucoup plus préoccupés par l'inflation durablement élevée que par les craintes d'une récession prochaine. Une chose est claire, c'est que la phase d'urgence dans laquelle les banquiers centraux ont remonté les taux à coût de 0,75% par réunion est certainement derrière nous. On est rentré dans une phase où les banques centrales vont chercher à évaluer l'impact de leur action sur l'économie réelle et donc sur l'inflation. Comme on dit dans le jargon, les banques centrales sont data dependent, liées aux chiffres qui seront publiés à l'avenir, ce qui malheureusement ne nous donne pas beaucoup de visibilité. La question que l'on peut se poser après et que l'on doit se poser après ce rebond significatif des marchés actions en octobre et novembre est de savoir si ce mouvement c'est le début d'un nouveau cycle haussier ou bien si c'est un rebond dans un marché qui reste baissier. Pour ma part, je pense que pour que cela soit le début d'un nouveau cycle haussier, il faudrait deux choses. Il faudrait voir tout d'abord une augmentation des bénéfices des entreprises et un biais beaucoup plus accommodant des banques centrales. Et nous en sommes aujourd'hui encore loin. L'inflation va mettre du temps à se normaliser. Il est à mon avis illusoire d'imaginer un retour proche des 2% cibles avant la fin 2024. Pour ce qui est de la Fed, l'exemple de Volcker dans les années 80 est encore très présente à l'esprit de tous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Volcker avait tué, entre guillemets, l'inflation à coup de hausse des taux extrêmement violente. Le problème, c'est qu'ils avaient tout de suite rebaissé les taux. L'inflation était repartie de plus belle et il avait dû à nouveau faire un cycle de hausse des taux extrêmement violent pour se débarrasser durablement
de ce sujet. Je peux vous assurer que Jérôme Powell a tout à fait ça à l'esprit et qu'il est très déterminé à laisser les taux à un niveau restrictif suffisamment longtemps pour ne pas créer une reprise immédiate de l'inflation. En un mot, la baisse des taux n'est pas pour tout de suite. Le début 2023 sera probablement encore un peu chahuté, mais il offrira de plus en plus de visibilité sur les 4 thèmes principaux qui sont l'inflation, la résistance des bénéfices des entreprises, l'ampleur de la récession et l'action des banques centrales. C'est à ce moment qu'il faudra se préparer à réinvestir massivement sur les actions. D'ici là, la prudence reste de mise. Mais encore une fois, rebond de marché baissier ou début de bull market, le débat est là. Bernard, qu'en pensez-vous? Alors, bon, merci pour cette intervention. Alors, ce que je pense, je pense de plus en plus à ce que je pensais au début. C'est-à-dire que quand cette crise a démarré, donc on va parler du point de démarrage qui est en fin de compte la guerre, ou quelques jours avant la guerre, où les gens ont commencé à s'affoler, même si après, techniquement, on va nous expliquer qu'il faut remonter plusieurs mois en arrière et tout. Mais en tout cas, ce que tout le monde a vu, c'est à ce moment-là. Ce qui m'était venu à l'idée, j'en avais parlé dans l'émission, c'est que ça allait ressembler à la crise de 2000 avec effondrement du Nasdaq. Ensuite, les autres marchés ont suivi. Après, la value est venue reprendre le dessus. On a mis 3 ans, le problème a été réglé, les marchés sont repartis à la hausse et bizarrement, ils sont repartis à la hausse avec le déclenchement d'une guerre qui était la deuxième guerre du Golfe, qui était vraiment le point où tout est reparti à la hausse. Là, ce que je me rends compte, c'est que maintenant qu'on a eu une phase de rebond, et ben en fin de compte, ce qu'on appelle le sang sur les murs, ou ce qu'on appelle vraiment la douleur, elle est concentrée dans les valeurs technologiques et quelques autres valeurs, parce que dans toutes les baisses, il y a des grands perdants. Par exemple, les Unibail, c'est l'énorme perdant de la crise du Covid. Et même si plein de valeurs sont remontées, Unibail n'est même pas à 50% de ce qu'il était avant la crise du Covid. Et il ne faut pas rêver là non plus, ça va être assez compliqué. J'ai en tête Valeo, Atos et quelques autres valeurs comme ça qui semblent qui vont vraiment être les perdants de la grande vague de la baisse de 2022. Et à côté de ça, petit à petit, les marchés remontent. On est en train, si on a un peu de chance, et dans la vie, il faut toujours en avoir, en tout cas toujours l'espérer, on va se rapprocher très très près d'une année qui pourrait peut-être ne pas être négative ou être très faiblement négative. Et à partir de ce moment-là, on voit que des valeurs solides, les gens n'ont pas envie de vendre leurs actifs, ont envie de les conserver, donc des valeurs solides sont là. Derrière, on voit que les valeurs technologiques se sont réajustées. Bon, il va y avoir des cadavres, hein, mais de toute façon, on le savait tous, on l'a dit à toutes les émissions. Quand on paye 100 fois une valeur, quand on paye 80 fois une valeur qui ne fait pas de profit, enfin, on le sait. On le sait, mais après, comme on a suffisamment d'humilité pour se dire que le marché reflète une réalité à laquelle on ne va pas se confronter, mais on va juste essayer de la comprendre ou reconnaître qu'on ne la comprend pas. Donc, ça monte. On peut même être amené à acheter des choses qu'on considère stupides parce qu'on doit le faire et parce qu'on est dans un univers où il faut le faire. Voilà, c'est-à-dire que si demain vous êtes dans une ville où tout le monde porte une casquette, vous allez peut-être vous dire moi aussi je vais porter la casquette, même si vous n'aimez pas la casquette parce que vous ne voulez pas vous retrouver le seul à ne pas le faire. Et il y a un petit peu ces mêmes règles dans les marchés. Alors, pour répondre à votre question, moi j'ai l'impression que les marchés vont plus vraiment baisser. Alors on peut avoir des à-coups, hein. C'est-à-dire que, bon là je pense qu'on va vers un mois de décembre tranquille parce que personne n'a envie d'embrouille avant Noël. Donc ça c'est une réalité de tous les intervenants du marché. On a autre chose à faire et Noël commence bien plus tôt, c'est-à-dire qu'on voit traditionnellement qu'à partir du 13-14 décembre, les volumes s'effondrent. Donc s'il n'y a pas une nouvelle politique ou un événement macroéconomique majeur ou politique majeur qui vient tous nous mettre un coup nous faucher sur place, où là, il faudra réagir et on verra les volumes remonter et des mouvements haussiers forts ou des mouvements baissiers forts. Il n'y a pas trop d'inquiétude. J'ai remarqué avec expérience, je ne sais même pas, parce que je n'ai même pas fait une analyse technique, qu'en règle générale, les mois de janvier,
sont assez dans la continuité et qu'on a peu de réorientation, de changement dans le mois de janvier. En revanche, ce n'est pas le cas pour les mois de février, qui souvent commencent à donner la première direction assez réelle, assez forte de l'année. Donc, pour décembre, pas trop de soucis. Pour janvier, je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose non plus. Et après, on va voir ce qui va se passer. Et là, on risque un deuxième mouvement de baisse parce qu'il va y avoir des réajustements qui devront se mettre en place. Et là, on va compter. On va avoir tous les résultats annuels qui seront sortis. On va aussi avoir les patrons qui vont s'exprimer sur ce qu'ils pensent faire durant l'année 2023. Et on aura des choses. Le vrai message d'espoir que je pourrais donner et le vrai message de confiance que je pourrais donner, qui d'ailleurs n'en est pas un, c'est qu'avec de l'inflation, et là on est parti pour la garder, là je partage totalement votre avis David, les taux ne baisseront pas, on vit dans des démocraties, donc on a une pression salariale qui vient de tous les côtés, donc il va y avoir des augmentations, pas au même niveau que l'inflation, mais on ne coupera pas des augmentations, ces augmentations vont nourrir l'inflation, et donc ce que je pense qui pourrait très bien se passer, c'est qu'il n'y aura pas de baisse faciale trop forte. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit un peu dans l'immobilier, pas de baisse faciale trop forte, mais par contre, il faut compter avec l'inflation. Donc là, on doit maintenant avoir en inflation cumulée 12 ou 13%. Donc tout ce qui n'a pas monté coûte 12 ou 13% moins cher que ce que ça coûtait en février 2022. C'est vrai pour un immeuble, mais c'est aussi vrai pour une action. Si vous aviez une action qui coûtait 50 € et qu'aujourd'hui elle coûte 48, vous avez l'impression de dire elle n'a pas beaucoup baissé, elle a perdu 4% facialement et elle a perdu 12% d'inflation. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une baisse. Et j'ai l'impression que cette inflation va bien tout nettoyer et va faire qu'on aura des baisses faciales extrêmement contenues. Extrêmement contenu. Et donc, voilà un petit peu les points de vue. Allez, on va laisser la parole à un spécialiste du marché qui va nous donner son point de vue et ensuite, on reviendra vers Marie-Caroline. Donc, Mehdi, qu'est-ce que vous en pensez et comment vous voyez ça chez H2O? Oui, alors, c'est vrai que nous, ce qu'on dit depuis un long moment, et on a eu l'occasion de le dire d'ailleurs dans cette émission avec Bruno, qui va nous rejoindre dans quelques minutes, c'est que les marchés réagissent beaucoup depuis maintenant près de 2 ans au discours des banquiers centraux. Donc le côté data dépendant dont parlait David tout à l'heure, il est plus prégnant que jamais. Et le rebond qu'on a vécu effectivement depuis quelques semaines, il est vraiment lié au changement de ton des banquiers centraux, mais qui n'est pas quelque part une surprise, puisque plus vous allez monter vos taux, plus vous rapprochez naturellement, et c'est mathématique, du point d'inflexion. Donc les marchés, ce qu'ils veulent, eux, c'est qu'on soit proche de ce point d'inflexion, de ce point pivot, qui permettra de les rassurer et de se dire, mais non, les banques centrales ne vont pas continuer à monter. Les marchés ont tellement été inondés, baignés de liquidités, ils ont été tellement sous perfusion des banques centrales, que finalement, c'est un peu comme le malade à qui on dit, bah, je te retire ta morphine. Tu es guéri, mais je t'enlève ta morphine. Dans un premier temps, en tant que malade, tu n'es pas forcément très content. Pourtant, c'est une bonne nouvelle. Ce qui se passe, ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Donc, pourquoi? Parce que l'économie est en surchauffe, parce que les plans liés au Covid ont fait qu'il y a encore beaucoup d'épargne excédentaire, on est en plein emploi, notamment aux États-Unis. Bref, l'activité se porte plutôt bien. La crainte des marchés, c'est de dire, quid si les banquiers centraux ne sont plus là? C'est toute la crainte qu'ils ont eue maintenant depuis près de 2 ans et qui s'est exacerbée quelque part, je dirais, en début d'année lorsqu'on a eu ce retournement. On parlait de secteur tout à l'heure, de la croissance vers la value, des valeurs technologiques vers les valeurs financières. Donc est arrivée la crise ukrainienne, la guerre russo-ukrainienne, qui a mis une chape de plomb sur les marchés, notamment européens. On vit avec aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas d'embrasement finalement de guerre mondiale, il y a des excès par-ci, par-là sur certains secteurs, mais ça ne change pas la trame de fond macro quelque part. La trame de fond macro reste la même, avec des économies assez robustes, même si on n'est pas au même niveau du cycle entre les États-Unis et l'Europe, mais on sait que l'Europe continuera à monter ses taux. Mais ça ne se fera peut-être pas au niveau de 75 BP maintenant à chaque réunion de la Fed. Donc nous, notre discours, c'est de penser que l'inflation, elle est encore là. Elle est là pour durer. Il y a encore beaucoup d'épargne Covid qui n'a pas été dépensée. Il y a encore aujourd'hui, les États ont pris finalement le relais des banquiers centraux. Ils font des chèques. La grande difficulté,
la question qu'il faudra se poser, et qui est peut-être la question de 2023, fin 2023, c'est quid de la dette? Quid de la dette? Comment ces États, comment sera-t-elle financée? Comment ces chèques seront financés? Et finalement, tant qu'on est en rendement réel, des rendements réels qui restent négatifs, ça ne pose pas vraiment de soucis. Donc, une inflation qui reste maîtrisée, pas des niveaux 8%, mais une inflation qui est peut-être à 4-5%, c'est quelque chose qui est gérable parce que quelque part, ça finance votre dette. Donc, ça fonctionne plutôt assez bien. Ça arrange même les États aujourd'hui. Si on passe à des niveaux de taux réels qui passent positifs, ce sera différent. Mais ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Allez, Alors, je vais vous interrompre là et on va passer, on reviendra sur ce sujet tout à l'heure et on va passer à Marie-Caroline. Donc, Marie-Caroline qui fait de la formation financière, elle, ce qu'elle explique, c'est que ce qu'elle nous a expliqué tout à l'heure, à la base, elle est d'accord pour tout, mais il faut que ce soit compris. Donc aujourd'hui, comment est-ce que vous avez cette compréhension des moments de marché qu'on vit et quand vous allez avoir des questions par rapport à ça, y aller, pas y aller, y retourner, pas y retourner, augmenter, pas augmenter, quelles sont les clés de compréhension que vous allez donner entre ce marché qui remonte pour certaines valeurs, ces valeurs technologiques qui sont très basses, cette inflation, ces taux, comment est-ce que ça organise votre matrice de compréhension? Pour moi, je suis assez d'accord que d'ici la fin de l'année, il va rien se passer. Début d'année, pareil. Et en fait, d'un côté, tant mieux parce que ça va donner la possibilité. En fait, à chaque fois que les banques centrales agissent, il y a toujours un laps de temps entre leur action et l'économie réelle. Et donc, du coup, possiblement, on va avoir plus de données qui seront sorties, etc. Et en attendant que le marché bouge. En tout cas, clairement, le ralentissement de la hausse des taux, ça, j'y crois dur comme fer. On n'est plus du tout, enfin, en tout cas, je pense qu'on n'est plus du tout dans cette un peu panique à vouloir monter à fond, mais que l'inflation restera et possiblement plus longtemps que ce qu'on pense. Un exemple qui est assez intéressant, et encore une fois, Black Friday, c'est pas du tout mon truc, mais il y a eu les statistiques qui sont sorties sur la consommation des ménages en Angleterre où depuis quelques mois, l'actualité, c'est quand même le coût de la vie, le prix de l'énergie, etc. En tout cas, au Black Friday, la consommation a été en hausse. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont de l'argent et donc, du coup, l'inflation qui est toujours persistante ici. Donc, encore une fois, si on est un investisseur et qu'on a envie de trouver le bon moment d'investir, c'est impossible si ce n'est hyper dur. C'est le métier de plein de gens et ce métier, ça ne marche pas tout le temps. Donc, le but, c'est vraiment de réfléchir à étaler ses points d'entrée, à lisser la volatilité, à diversifier pour avoir justement des choses qui marchent et d'autres moins, et non pas être complètement concentré sur un actif ou une zone géographique. Mais voilà, avoir ces vastes options. Très bien, très très bien. Allez, on va venir sur Julien et comme toujours, le meilleur est pour la fin. Julien, une conclusion? Eh ben voilà, on a perdu Julien. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Alors, bon, la conclusion qu'on peut faire, comme toujours, bon, elle est un petit peu triste cette conclusion, c'est que on n'a pas d'éléments à vous donner pour vous garantir des choses ou pour vous expliquer quoi faire. Mais en tout cas, comme dans les autres domaines et comme dans les autres manières, on peut en finance et en gestion de patrimoine s'appuyer sur des lignes fortes. Et les lignes fortes qu'on a, c'est l'inflation, elle est là et elle ne va pas partir. Même si demain, enfin d'ailleurs pas demain puisque ça arrive déjà aujourd'hui, le pétrole baisse. Donc, ça veut dire qu'on va perdre un des soutiens forts de l'inflation, donc on va s'éloigner des 8 ou 10% d'inflation, mais ça ne veut surtout pas dire qu'on va revenir à 1,5 ou à 2% d'inflation. Et donc ça, c'est la première ligne de compréhension. La deuxième ligne de compréhension,
c'est que dans les valeurs technologiques qui ont énormément baissé, il y a les valeurs qui gagnent de l'argent. Les valeurs qui gagnent de l'argent et qui représentent des sociétés en bonne forme, en très bonne forme, ou des sociétés avec des potentiels gigantesques, sur lesquels il va falloir bien surveiller si ce n'est pas des points d'entrée, des vrais points d'entrée. Les sociétés auxquelles je pense, c'est Tesla, c'est Microsoft, c'est Apple, c'est même peut-être Amazon. Est-ce que le moment d'y revenir est venu ou pas? Donc, je ne vais pas faire l'analyse maintenant, en plus, ce n'est pas mon métier. Mais voilà. Et après, il y a d'autres sociétés. Bon, c'est fini. Voilà, vous avez vu FTX, il y en a plein d'autres, des beaucoup moins connus, celles qui ne feront pas de scandale, celles qui vont s'éteindre tout doucement, tout gentiment. Mais soyons clairs, c'est fini et c'est ces mêmes sociétés qui, dans les années 2000, sur le nouveau marché, je ne connais même plus leur nom, j'ai oublié leur nom, mais voilà, mais on voyait des sociétés qui étaient amenées à des valorisations extrêmement fortes, qui n'avaient pas de chiffre d'affaires, qui n'avaient pas de carnet de commandes, dont la technologie qui promettait d'être révolutionnaire, c'était une révolution dans une boîte de chaussures, et des choses comme ça. Et voilà, et donc là-dessus, après, sur les autres choses, les taux, n'en ayez pas peur des taux, parce que tous ceux qui ont plus de 40 ans ont acheté avec des taux à 6%, à 8%, à 10%. L'inflation, c'est pas super, mais je comprends quand Marie-Caroline vous dites le Black Friday, les chiffres sont en hausse. Moi, j'ai grandi dans un monde d'inflation et nous aussi, on consommait. Et puis voilà. Et puis à l'époque, on s'habillait tous avec des jeans Levi's et ils ne cessaient d'augmenter. Enfin, tous les 6 mois, ils augmentaient parce qu'il y avait de l'inflation. Et ça nous empêchait pas d'en acheter. Voilà. Donc le monde, il est ce qu'il est. Et là où on est très consensuel, et j'espère qu'on a tous raison, pas d'embrouille jusqu'à la fin de l'année, et on passera tous un très bon Noël et de très bonnes vacances. Voilà, on a maintenant terminé ce sujet, et on va passer au moment sur la société de gestion. Donc, il y a Bruno Krast d'H2O qui nous a rejoint, et on va parler Bonjour à tous. Bonjour. Et on va parler de sa société et de ses valeurs. Donc, bonsoir Bruno, ravi de vous revoir. Alors, il y a une partie d'actualité, donc bon, vous vous doutez bien qu'on a reçu beaucoup de messages. On avait décidé de ne pas parler de ce sujet-là parce qu'on n'a pas tous les éléments, parce que c'est pas le but d'aujourd'hui. Et peut-être que dans quelques mois, quand il y aura beaucoup plus d'éléments, on vous demandera de revenir et de parler de ça. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur H2O, la Global Macro, et 2 fonds qui sont les fonds les plus partagés par nos auditeurs, qui sont H2O Multibond et H2O Adagio. Avant de vous laisser la parole pour cette 3e visite dont je vous remercie, je vais rappeler un peu les thèmes. La première visite, je vous avais dit, j'ai l'impression d'un pilote de Porsche qui a fait une sortie de route. Vous n'étiez pas vraiment d'accord, c'était en 2020. La 2e visite, en 2021, c'est vous qui avez donné le tempo un petit peu à votre passage en disant « Nous sommes aujourd'hui rentrés dans une inspiration d'alpha ». Vous nous aviez bien expliqué ce que c'était l'inspiration d'alpha. Et aujourd'hui, les 2 punchlines que je vais vous donner, et ensuite je vais vous laisser démarrer, j'ai envie de dire, est-ce que à la lecture des résultats d'H2O Multibond, c'est maintenant le temps d'expirer l'alpha? Ça, ce serait plutôt pour rebondir sur vos propres mots. Et dans mes mots à moi, j'ai envie de dire Bruno is back. Voilà, c'est à vous Bruno, on vous laisse parler. Merci beaucoup Bernard, merci beaucoup. Écoutez, ce qu'il faut… Bon, j'ai suivi seulement la fin de votre intervention Bernard, mais on va rentrer dans un monde où sans doute on n'aura plus de risque de déflation. Parce qu'on aura d'abord une volonté très forte des autorités, des gouvernements de maintenir une inflation élevée, parce que aussi c'est le seul moyen de réduire la dette. Je ne sais pas si vous avez parlé aujourd'hui de la dette. Je n'ai malheureusement pas pu être au début de votre intervention, mais la dette, personne n'en parle, mais c'est quand même le problème essentiel, et ce sera sans aucun doute la ligne de crête des différents gouvernements pour justement leur permettre de
gérer cette dette qui est beaucoup trop élevée aujourd'hui pour tous les grands pays développés. Je vous rappelle qu'on est quasiment tous au-dessus de 100% de dette sur PIB, ce qui veut dire que ça devient très compliqué à gérer et que le seul moyen pour arriver à gérer une dette de cette ampleur, c'est de maintenir une production, un PIB nominal élevé. Rappelez-vous, la dette, on la lie à l'aune du PIB, pas du PIB réel, du PIB nominal. Le PIB nominal, c'est le PIB réel, c'est-à-dire la réalité de la croissance et l'inflation. Et je pense que nous allons vivre pendant les prochaines années, alors ce sera peut-être 5 ans, ce sera peut-être 10 ans, dans un monde où les gouvernements vont tout faire pour maintenir un PIB réel, un PIB nominal élevé. Et le grand risque pour le PIB, qu'il soit nominal ou réel, ce sont les défauts. Ce sont les crises déflationnistes à la 2008. Donc tout ça va être évité et on le voit déjà aujourd'hui, on le voit à travers du QI qui continue à être mis en place dans certains pays, hein, notamment l'Angleterre. On voit que les prêts garantis par l'État sont de plus en plus la norme, c'est-à-dire que l'État vient en aide aux entreprises à travers les banques et des prêts garantis, et cela va continuer. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver dans une situation où pendant les années qui vont venir, nous allons avoir un PIB nominal élevé, qui sera en fait la résultante de politiques économiques dans l'Ouest, et donc une dette qui sera gérable, parce qu'autrement, si on ne fait pas ça, si on a une crise à la 2008, c'est quelque chose qui ne fonctionnera, qui sera létal pour les dettes. Donc dans cet environnement, pour revenir à votre question, on n'a pas de problème de dislocation de marché. Nous, ce qui a fait mal à H2O, notamment les 4 dernières années, c'est qu'on a eu plusieurs dislocations, la dislocation du Covid, on a eu la dislocation liée notamment à la crise de 2008. Tout cela, on sera dans un monde qui ressemblera plus au monde des années 70, dans lequel on peut avoir de temps en temps des mini-récessions, comme sans doute l'année prochaine, mais vous savez, les récessions dans un cycle économique, c'est un peu comme des amens dans une église. Vous les avez toujours à un moment donné. Donc, le fait que l'on ait un ralentissement l'année prochaine, ça ne créera pas de crise comme celle que l'on a vécue auparavant. Alors, je ne parle pas des virus. Pour ça, c'est sûr que c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel dont on est obligé de tenir compte. Mais on va être dans un monde plutôt dans les années 70 avec des PIB nominaux qui seront maintenus élevés et des PIB réels qui seront sans doute plus faibles parce que le problème de ce type de politique, c'est que l'allocation du capital est moins optimale et on tend vers la stagflation. Donc, la stagflation, ce n'est pas le problème d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tous les économistes qui nous parlent de stagflation, aujourd'hui, si la demande se réduit, il y aura beaucoup moins d'inflation. Dans le monde tel qu'on en parle maintenant, la stagflation, ce n'est pas pour aujourd'hui. S'il n'y a pas de demande, il y aura une chute forte de l'inflation. Si la demande reste forte, il y aura de l'inflation. Parce qu'on le voit, c'est la demande qui crée l'inflation. Alors évidemment, avec à certains moments des ralentissements, mais qui ne seront pas très, très importants. En revanche, dans 5 ans, si on continue à financer des projets qui sont des projets malheureusement qui ne sont pas toujours rentables, et on a tout un tas de bonnes raisons pour le faire, eh bien là, on va rentrer dans un monde où l'allocation du capital sera beaucoup moins optimale, et là, on aura peut-être de la stagflation. Donc, dans les premières années, plutôt un monde dans lequel, si je peux prendre une image, où la grenouille est dans l'eau, on chauffe l'eau dans la bouilloire, on chauffe l'eau. Bon, l'investisseur, c'est la grenouille. Bon, il fait de plus en plus chaud, mais c'est parfaitement navigable. On n'aura plus de jet de la grenouille dans la baignoire à 100 degrés, tel qu'on a eu avec 2008, tel qu'on a eu avec le Covid, c'est-à-dire des dislocations très fortes de marché. Et c'est ça qui fait plutôt mal à nos produits. Donc, j'irais plutôt dans le sens en disant qu'on va avoir une expiration d'alpha, hein, c'est-à-dire que
nos produits se sont bien comportés cette année, continueront à bien se comporter dans un environnement où il y a beaucoup d'arbitrage à faire et aussi avec beaucoup moins de risques de dislocation tel que l'on a vu, parce que la dislocation des marchés, c'est un événement qui aujourd'hui n'est plus gérable par les gouvernements compte tenu du niveau de dette. Alors, moi, j'ai deux questions là-dessus. Une plutôt d'ordre macro et après une plutôt d'ordre, on va dire, micro, donc sur la réalité de vos fonds. Alors, la demande, elle crée l'inflation. Et donc, s'il n'y a pas d'augmentation de la demande, il n'y a pas d'inflation. Et donc, s'il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de stagflation. Puisque la stagflation, c'est une stagnation économique et de l'inflation, ça c'est clair. Mais la demande, elle crée aussi de la croissance. On a besoin de la croissance. Les gouvernements savent qu'ils ne peuvent pas se passer de la croissance liée à la demande. C'est-à-dire que si on est rentré dans la société de consommation, c'est parce qu'au niveau des marchés, ils savaient que cette société de consommation allait créer de la demande de la croissance, et de la croissance allait créer de la richesse et donc du profit. Donc les gouvernements vont devoir ajuster leur politique pour continuer à créer de la demande qui nourrit de la croissance et insuffisamment de demande pour ne pas nourrir de l'inflation. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'ils sont capables de réussir? Et je vous pose tout de suite la deuxième question afin de vous laisser pouvoir répondre aux deux les unes après les autres. La deuxième question, c'est comme maintenant les taux d'intérêt ont monté, il y a à nouveau de la rentabilité sur ce qu'on appelle le monétaire, c'est-à-dire que placé en euros ou placé en dollars, ça rapporte à nouveau de l'argent. Si ma mémoire est bonne et ma connaissance de vos produits est bonne, la nature de votre gestion fait que vous avez toujours beaucoup de cash dans vos fonds. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est nouveau pour vous? Enfin, en tout cas, depuis qu'on parle ensemble, la rentabilité monétaire, c'est vraiment quelque chose de nouveau, puisqu'avant, il n'y en avait pas. Et est-ce que vous pensez que ça va amener de la plus-value constante ou une espèce de base positive acquise quasiment chaque année à vos fonds? Alors, je commencerai par répondre à la seconde question. Avant de parler des fonds, en fait, depuis bon an, mal an, les années 2000, et ça s'est beaucoup empiré à partir de 2008, on a une répression financière de la part des politiques économiques qui consiste à servir aux investisseurs des taux d'intérêt qui sont en dessous de l'inflation. Parce que c'est le seul moyen de pouvoir piloter les dettes. Et malgré cela, les dettes ont explosé en termes de volume. Donc, ça fait partie en fait de la stratégie dont je parlais précédemment, c'est-à-dire on va continuer à chercher un acheteur obligataire marginal qui est prêt à supporter des rendements en dessous de l'inflation. Alors, c'est vrai, les rendements monétaires ont augmenté, mais l'inflation a aussi augmenté. C'est-à-dire qu'en termes réels, aujourd'hui, quand vous investissez sur une obligation ou quand vous vous mettez sur le monétaire, certes, en termes nominal, vous avez une augmentation de la rémunération, mais en termes réels, c'est quasiment aussi mauvais, si ce n'est pire qu'auparavant, puisqu'auparavant, on avait 0 sur le monétaire, je résume, c'est moins 0,50, on va dire 0. On avait 0 sur le monétaire avec une inflation qui était à 1,5. Là, par exemple, cette année, on va avoir sur le monétaire 1,5% pour une inflation qui a quand même été plutôt de 5-6%. Donc, en termes réels, c'est encore pire, mais c'est le prix à payer pour maintenir justement le niveau de dette. Quand je parle de taux, en fait, il y a deux réalités qui s'affrontent. Il y a d'un côté le service de la dette qui fait monter le numérateur de la dette. Donc ça, on sait que pendant de longues années, il va rester bas. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les gouvernements. Donc je rassure tout le monde, il n'y a pas de problème de service de dette aujourd'hui dans les grands pays développés parce que le stock est à un taux très très bas et les taux remontent doucement. Si on arrive à mettre en œuvre une croissance nominale relativement élevée, grâce à l'inflation comme cette année et grâce aussi parfois à un environnement financier, une allocation de capital qui soit portée par les gouvernements pour maintenir une certaine forme de croissance, eh bien, on aura des dettes qui vont plutôt se maintenir. J'ai peur qu'elles ne baissent pas beaucoup parce qu'on ne sait pas faire. Dès qu'on a des marges de manœuvre, on dépense. Mais en tout cas, elles vont se maintenir. Le problème de tout ça, c'est qu'en termes financiers,
vous allez quand même toujours avoir sur les obligations ou même sur les taux monétaires un rendement réel négatif. Il ne faut pas rêver, les États ne payeront plus de rendement réel positif comme ils l'ont fait auparavant. Donc, il va falloir trouver d'autres sources de performance. Et c'est vrai, les sources de performance, ça sera l'arbitrage, la capacité à délivrer, des performances au-delà du monétaire et au-delà de l'obligataire, au-delà du monétaire pour Adagio, au-delà de l'obligataire pour Multibonds. Le seul actif qui peut-être pourrait rapporter, mais au prix d'une volatilité élevée sans doute, des rendements réels positifs, c'est la classe d'actifs actions, parce que la classe d'actifs actions, c'est un proxy de la croissance nominale. Parce que dans l'action, il y a de l'inflation, parce que à partir du moment où les entreprises ont un peu de pricing power, et puis la croissance moyenne des actions, c'est à peu près la croissance moyenne du nominal des économies. Donc, la construction d'un portefeuille se fondra, je pense, et c'est pour cette raison que je pense qu'H2O a de l'avenir, malgré tous nos problèmes qu'on a pu avoir durant ces dernières années, parce que la meilleure façon d'avoir un portefeuille, ce sera d'avoir un peu d'actions, parce que vous avez un rendement réel à peu près positif. Alors, vous pouvez faire du stock picking pour améliorer, mais globalement, même sur des indices, c'est dans un monde, et on le voit cette année, c'est un monde dans lequel il y a du sens d'investir. Les obligations directes, aucun intérêt parce qu'elles vous paieront des rendements réels négatifs. Mais en revanche, des produits obligataires ou monétaires comme les nôtres avec de l'arbitrage pour doper le rendement, on peut imaginer par exemple, cette année sur Multibonds, c'est une année correcte, hein, donc on va faire beaucoup plus, mais même sur Adagio. Sur Adagio, on va faire rendement monétaire plus 3%, peut-être 3,5%. Eh bien, ça fait un rendement réel qui sera positif quand même cette année. Alors que si vous avez une obligation ou un fonds obligataire classique, cette année, non seulement c'est négatif parce qu'il y a la baisse des prix, mais même, il ne faut pas vous attendre dans les années suivantes à faire des performances en termes réels qui seront extraordinaires. OK. Alors, c'est noté. Alors, moi, ce que j'ai vu, donc là, ça va un petit peu en contradiction avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que j'ai regardé un petit peu les résultats vendredi, donc bon, ça n'a pas trop bougé. On a des résultats qui sont extrêmement satisfaisants pour Multibonds. Bon, voilà, donc on les a arrêtés aujourd'hui. Hein, on est tous en train d'espérer. Oui, mais c'est bon, hein, Multibonds. Oui, c'est très bon. C'est bon, Multibonds. Alors après, bon, c'est bon, c'est une bonne année. C'est pas une année exceptionnelle. Attendez, elle n'est pas finie. L'année, elle n'est pas finie. Donc, vous avez encore de quoi nous fournir une année exceptionnelle. Vous avez encore de quoi nous fournir une année pas terrible. Donc, on ne va pas vendre la peau de l'ours. Mais là-dessus, j'ai une question. J'ai une question. Avec un gérant comme vous qui voulait une rentabilité élevée pour Multibonds, on y est. On a une rentabilité élevée, qui a passé des années, les 2-3 dernières années, un peu compliquées. Est-ce qu'il y a une tentation de dire, allez, je coupe mes positions, je termine l'année à plus 20, personne ne va me reprocher un plus 20 et après, on verra de quoi sera fait 2023. Ou est-ce que non, vous continuez jusqu'au bout de la route? Vous savez, moi, ça fait 30 ans que je gère des portefeuilles et il n'y a rien de pire que la schizophrénie pour un investisseur. Ça vous fait perdre le fil. Moi, je gère sur le long terme. Multibonds, c'est 3 à 5 ans. Donc, la performance annuelle, c'est qu'une partie du chemin. Donc, moi, je gère en fonction de ce que nous pensons de l'évolution des marchés. Mais c'est vrai qu'on a un peu réduit aujourd'hui parce que c'est certaines positions qui ont très bien performé. Donc, quand elles ont très bien performé, on les réduit. Mais on ne réduit pas les positions de Multibonds sur des idées, sur des considérations calendaires. Très bien. Alors, la deuxième chose, j'ai regardé aussi les résultats d'Adagio. Et là, les résultats d'Adagio, en tout cas les derniers que j'ai vus, à moins que vous en ayez d'autres à nous fournir, on était en dessous de 2% depuis le oui, je crois qu'on est un peu mieux que ça maintenant. Je crois qu'on est un peu mieux que ça. Je crois qu'on est un peu plus que ça. Oui. Ouais. Donc là, 2% avec 5% d'inflation, on est à moins 3%. Et d'habitude, les écarts n'étaient pas aussi énormes avec H2O Multibonds. C'est-à-dire quand on avait un H2O Multibonds autour de 20, on pouvait s'attendre à un Adagio autour de 4, de 5, de 6. Ouais. Oui, alors en fait, c'est vrai que Multibonds fait un petit peu mieux cette année, mais a fait un petit peu moins bien qu'Adagio l'année dernière.
Donc, sur des horizons, on est cohérent. Mais c'est vrai que cette année, Multimonde se fait mieux que Adagio, je reconnais. D'accord. Bon, bah, Voilà. écoutez, ça va arranger les détenteurs de Multimonde. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour cette intervention, d'être venu malgré l'actualité chargée qui doit vous préoccuper aujourd'hui. Vous souhaitez et nous souhaitez à nous tous, en tant que porteurs de vos parts, de terminer l'année aussi bien ou si ce n'est mieux qu'elle est à ce moment au 28 novembre. Voilà, vous souhaitez avec un petit peu d'avance de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Merci beaucoup, Merci Bruno, beaucoup, Bernard. d'avoir été parmi nous. Au revoir. Merci à vous de m'avoir invité. Je suis très Au revoir. touché. Merci. Et Au revoir. c'est maintenant au tour de Myriam Waki du cabinet Paresse Avocado, une de nos avocates attitrées qui nous a rejoint pour parler, comme au début, encore des crypto-monnaies. Bonsoir Myriam. Myriam, il va falloir mettre votre son. Vous avez oublié de mettre le son. Hop, c'est bon là? Voilà, super, Voilà. c'est parfait. Bonsoir Bernard, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, vous venez nous parler des crypto-monnaies, mais cette fois-ci d'une manière un petit peu différente et à l'aune de la loi portugaise pour voir à quelle sauce les détenteurs de crypto-monnaies, ceux qui font des profits avec, vont être mangés et ceux qui ne font pas de profit, de toute façon, ils ne seront pas mangés parce qu'il n'y a rien à partager. Évidemment. Allez, tout à fait. On vous écoute, Myriam. Alors, donc effectivement, comme vous disiez Bernard, le budget de l'État tous les ans est approuvé par le Parlement et il peut apporter des nouveautés au niveau législatif. Cette année, cette nouveauté concerne les crypto-monnaies, ou plus exactement l'imposition sur certains revenus qui sont liés aux crypto-monnaies. Juste une petite note quand même pour vous expliquer que donc, le budget de l'État il a été approuvé par le Parlement le 25 novembre, mais il n'a pas encore été promulgué par le président de la République. Donc, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est le projet du budget de l'État qui, a priori, ne devrait pas être modifié par rapport à ce que je vais vous expliquer, mais quand même cette petite note. Alors, la nouveauté, effectivement, c'est un nouveau régime d'imposition. Donc, comme vous le saviez, au Portugal, jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait aucune imposition sur les revenus liés aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de manière plus générale. Ce budget de l'État vient nous donner donc un nouveau régime d'imposition et une définition légale des crypto-actifs. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, hein, si vous souhaitez obtenir les définitions, on pourra les envoyer ensuite par écrit. Donc, un nouveau régime d'imposition sur deux types de revenus. Les revenus du travail indépendant et les plus-values. Alors, les revenus du travail indépendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les revenus qu'on obtient par l'exercice d'une activité professionnelle, donc à titre indépendant, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contrat de travail, ce qui est considéré donc, en portugais ce qu'on appelle la catégorie B, les revenus qui sont liés à l'émission de cryptoactifs. Donc, ça veut dire quoi? C'est, en gros, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, c'est l'activité qui consiste à valider des transactions de crypto-monnaies, que ce soit par le biais du minage ou par le biais d'un autre mécanisme de consensus. Ça entraîne une rémunération en jetons, en cryptoactifs, et donc c'est cette rémunération qui va désormais être imposée. D'accord? Donc, comment ça va être imposé? Il ne faut pas non plus s'affoler, on ne va pas commencer à payer un impôt incroyable. Ils ont quand même mis un coefficient de 0,15. Ça signifie qu'on sera imposé que sur 15% des revenus octroyés dans le cadre de cette activité. Donc, ça reste quand même très raisonnable en termes d'imposition. Alors là, je vais vous interrompre et je vais vous poser deux questions. Alors, quand on parle de cette catégorie B, c'est une catégorie qui n'a pas été créée spécifiquement pour la crypto-monnaie, c'est une catégorie qui existe, n'est-ce pas? Tout à fait. Il y a d'autres activités qui sont référencées. Vous avez une autre activité en exemple de cette catégorie? Oui, moi, par exemple, en tant qu'avocate, j'exerce mon activité en tant qu'indépendante. Donc, ça signifie qu'on ouvre son activité, on déclare son activité auprès de l'administration fiscale sur la base d'un listing de toutes les activités économiques qui existent, les activités commerciales et industrielles qui existent. On choisit un code qui correspond à son activité
et on la déclare auprès de l'administration fiscale. Et à la fin du mois, lorsqu'on a fourni un certain nombre de services, on va émettre un reçu vert, ce qu'on appelle en portugais un recibo verde, qui permet donc de déclarer quels sont les revenus qui ont été obtenus dans le cadre de cette activité et qui permettent également ça correspond également à une facture qu'on va émettre pour le client. D'accord. Alors, donc, c'est les avocats à titre spécifique ou c'est tout un ensemble de professions libérales? Non, c'est ce que je vous disais, c'est tout un ensemble. Toutes les professions libérales qui existent peuvent rentrer dans cette catégorie B. En fait, catégorie B, c'est simplement le type de revenu. À l'opposé de la catégorie A, où ce sont les revenus salariaux, ça veut dire qu'on a un contrat de travail et on est salarié d'une entreprise. Et là, on reçoit des salaires. Et donc ça, c'est la catégorie A. Si on reçoit des revenus à titre indépendant, des revenus professionnels, ce sera la catégorie B. D'accord. Et alors, quand vous me parlez de 15% du revenu, donc de cette assiette qui est réduite à 15%, c'est 15% du chiffre d'affaires qui va être votre base imposable sur lequel l'IRPP, enfin l'impôt sur le revenu au barème progressif, va s'appliquer, ou alors c'est 15% du profit une fois que vous aurez fait une sorte de comptabilité, même si elle est simplifiée? Non, c'est 15% sur la totalité des revenus. Donc 15% du chiffre d'affaires. Du chiffre d'affaires, exactement. D'accord. Donc, si vous voulez, j'avais prévu un petit exemple pour que les auditeurs comprennent mieux. Alors, il faut évidemment ajouter à cela les charges sociales. Lorsqu'on est indépendant, on paye un taux de 21,4% de charges sociales qui sont calculées sur 70% des revenus. Bon, on pourra revenir ensuite sur tout ça, mais pour prendre un exemple concret, quelqu'un qui gagne 100 000 euros à l'année, donc il va payer environ 15 000 euros de sécurité sociale à l'année. Et pour calculer donc l'impôt qu'il va payer, là on part donc du principe qu'il exerce une activité liée aux crypto-monnaies, qui sera imposée que sur 15%. Donc il sera imposé à un taux, donc si on prend 15% des 100 000, on arrive à un taux progressif de 26,5% qui sera appliqué sur 15 000 euros de ses revenus. D'accord. OK. Okay. Alors, j'ai compris deux choses. Ça fait donc 2 868 euros d'impôt, voilà, ce qui n'est pas grand-chose. Alors, j'ai compris deux choses. J'ai compris que le montant qu'on paye et comment on l'applique. Et j'ai aussi compris que je pense qu'il va falloir qu'on fasse une émission spéciale sur le recibo verde. Effectivement. Bien expliquer les tenants, les aboutissants, peut-être comparer avec les régimes français qu'on a aussi d'indépendants, d'auto-entrepreneurs et de voir des choses comme ça. J'ai juste une toute petite question à vous poser et après on revient sur la crypto-monnaie. Est-ce que vous pensez que la manière portugaise de faire travailler les gens en recibo verde, elle participe à une ubérisation de la société? Est-ce qu'elle pousse des gens qui normalement ou qui à 10 ans ou 15 ans auraient été salariés avec des petits revenus à aller vers le recibo verde, ou est-ce que non, c'est bien organisé et c'est bien fait avec uniquement des professions où l'activité libérale a vraiment du sens? Oui, non, je pense qu'au Portugal, ça a quand même du sens. C'est une activité, enfin, en tout cas, une catégorie d'activité qui est assez bien encadrée, qui est relativement simple, mais qui a toujours le penchant de ne pas avoir de sécurité, on va dire, avec un contrat de travail. Sachant qu'au Portugal, les contrats de travail, enfin, la législation sur les contrats de travail est quand même très protectrice des salariés. Donc, je pense que si une personne a le choix d'opter pour un contrat de travail, il optera pour un contrat de travail plutôt que de travailler en indépendant. Après, ça dépend évidemment des activités. Certaines qui se prêtent plus à avoir un contrat de travail et d'autres à exercer à titre indépendant. Mais je ne pense pas que ça entraîne l'ubérisation comme on pourrait le voir en France, au Portugal. D'accord. Alors, on revient sur nos crypto-monnaies. Voilà, donc j'en étais. Donc, deux types de revenus qui sont imposés. Donc, on vient de parler des revenus du travail, donc à titre indépendant, lorsqu'on valide des transactions. Et on a également une imposition sur les plus-values. C'est-à-dire que quand on achète une crypto-monnaie, qu'on la revend et qu'on a fait une plus-value, on va être désormais imposé sur cette plus-value. Là aussi, on a quand même
une règle qui vient alléger cette imposition qui stipule qu'on ne sera imposé que si on a détenu cette crypto-monnaie pendant plus de 365 jours, donc plus d'1 an. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont détenu pour moins d'1 an ne seront pas imposées. De plus d'1 an, pardon. C'est le contraire, c'est ça. C'est ça, c'est le contraire. Donc, seules les plus-values de crypto-monnaies qui sont détenues depuis moins d'1 an seront imposées. Donc, en gros, on a intérêt à détenir, à conserver sa crypto-monnaie pour plus d'1 an. D'accord. Alors là, juste pour nos auditeurs, c'est quelque chose qu'on a assez l'habitude en finance. Il y a beaucoup de pays, surtout des pays du Nord, l'Allemagne en premier lieu, qui qualifient de spiel, donc de jeu, ou alors d'épargne. Et elle dit que quand la détention est suffisamment longue, on est plutôt sur quelque chose qui est comme presque la vente d'un bien meuble et un accompagnement de l'économie, et qu'en conséquence, on peut avoir un impôt amoindri ou pas d'impôt. Là, le Portugal a choisi pas d'impôt. Par contre, si on est dans quelque chose qui va être qualifié, même si le mot n'est pas dit, de spéculation ou de trading, et donc d'achat-vente, si on achète et on vend tout ça en moins d'1 an, donc il reste à qualifier si c'est moins de 12 mois ou si c'est dans l'année civile, là, il y a une imposition qui est l'imposition classique au Portugal, c'est ça? Voilà, c'est l'imposition classique des plus-values mobilières qui est imposée à un taux fixe de 28%. D'accord. Et quand on parle d'1 an, on parle de 12 mois calendaires ou on parle de l'année civile? On parle de 12 mois calendaires, c'est-à-dire qu'on va prendre la date à laquelle on a acheté la crypto et la date à laquelle on va la vendre. D'accord. Et est-ce qu'on a des explications sur la manière dont c'est calculé? Donc, non. First in, first out. Ouais. Effectivement, ça va être, je pense, toute la difficulté maintenant de mise en place de cette règle d'imposition, à savoir à quel moment est-ce qu'on va calculer et comment est-ce qu'on va calculer le montant de la crypto pour calculer ensuite la plus-value qui sera imposée. Donc ça, je pense qu'il y aura une difficulté au niveau technique que le législateur devra combler. Alors, en général, en France, ça se passe de la manière suivante quand il y a ce genre de difficultés. C'est l'administration fiscale qui, à travers le BOFI, va s'exprimer et va dire comment elle a compris. Comment ça se passe au Portugal? On va aussi avoir une notification de l'administration fiscale? Je pense qu'on aura des questions très précises qui seront posées à l'administration fiscale, auxquelles elle répondra par les fameuses informations contraignantes et qui nous donneront donc des détails sur tout ça. D'accord. Donc, le système au Portugal, c'est on pose une question à l'administration fiscale, elle répond par une information contraignante. Ça veut dire qu'elle est liée par la réponse. D'accord. L'administration fiscale peut également émettre de manière volontaire, de manière spontanée, des circulaires qui viennent justement expliquer un petit peu mieux, détailler ou compléter des lois qui touchent à l'imposition, ou encore une fois avec des informations contraignantes qui répondent à des questions vraiment précises des contribuables. D'accord. Et tout ça, ça nous permet d'avoir un complément d'informations sur les lois. Ok. Alors, j'ai une ultime question. Là, on a un petit peu dépassé, mais j'ai encore une question. Est-ce qu'on a des effets de seuil ou un effet de seuil qui a été mis? Qu'est-ce qu'on va faire quand on va avoir, je ne sais pas moi, une famille de 4 personnes avec 2 jeunes ados? Les ados s'amusent et ils vont avoir tradé dans l'année pour 400, 500 euros, ou ils vont avoir acheté 300 euros de Bitcoin, puis les avoir revendus. Est-ce qu'on a un effet de seuil où on passe à l'as tout ce qui est en dessous d'une certaine somme, ou est-ce qu'il va falloir tout déclarer et comment est-ce qu'on va le faire? Pour l'instant, il n'y a pas du tout de seuil qui a été prévu dans la loi, mais encore une fois, là, on parle d'un projet de loi. Donc, attendons de voir le texte final de la loi pour voir si un seuil sera prévu. Ça me paraît très logique, de la même façon où on a des seuils de revenus en dessous desquels il n'y a pas d'imposition. Donc, ça me paraît très logique que ce soit le cas aussi en la matière. D'accord. Et par rapport, alors dans les autres catégories, c'est-à-dire les catégories de professions libérales qui doivent se déclarer, il y a un seuil de tolérance. Par exemple, si on est jardinier et qu'on facture 100 euros par an, on doit quand même se déclarer en théorie, ou l'administration a donné que pour une… Les revenus sont toujours à déclarer. Après, ils peuvent ne pas être imposés effectivement si on n'atteint pas le premier seuil d'imposition des 7%.
D'accord, mais ce que je veux dire, c'est pas ça. C'est non pas sur l'imposition, mais sur le fait de se déclarer juridiquement. C'est-à-dire, je suis profession libérale, mais je facture quoi 500, 600 € par an parce que tout simplement, je n'ai pas de clients. Je ne veux pas frauder. Je veux bien déclarer cet argent aux impôts. Est-ce que je dois aussi me déclarer en tant qu'indépendant, même pour des sommes aussi petites, ou est-ce qu'il y a déjà une tolérance? Non, il faut se déclarer, même pour des sommes très petites. D'accord. Il n'y a pas de tolérance. Il y a pas, on va pas En fait, dire on est que... obligé de se déclarer dans le sens où si on veut émettre une facture à notre client, même si c'est pour 500 € par an, si le client exige une facture, on est obligé d'avoir au préalable ouvert son activité auprès de l'administration fiscale. Donc, ça veut dire qu'on s'est déclaré comme étant professionnel du jardinage, par exemple, à titre indépendant. Donc, on a son activité qui est déclarée et ouverte auprès de l'administration fiscale. Donc, après, ce qu'on va déclarer, c'est les revenus qu'on a obtenus en émettant donc, les fameux reçus verts. D'accord. Tout ça, ça reste enregistré. Donc, dès la promulgation de la loi, soyons clairs, au Portugal, il faut se déclarer si on traite habituellement si on traite même pas habituellement, puisque ce que vous nous dites, si on traite des cryptoactifs, même pour des petites sommes, il faut se déclarer. Voilà, et donc il faudra attendre de voir effectivement quels sont les codes d'activité qui vont être créés, puisqu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune activité dans la fameuse liste dont je vous ai parlé, il n'y a aucune activité liée aux crypto-monnaies. Donc, il faudra attendre de voir la création de ces activités et ensuite, effectivement, ouvrir son activité en tant que telle. D'accord. Donc, on est bien d'accord aujourd'hui. On va vers 2 routes. La première route, c'est acheter et vendre des cryptoactifs. Ça ne nécessite pas d'inscription, mais ça nécessitera de payer un impôt à la fin de l'année. De déclarer sa plus-value et d'être imposé, oui. Et si on travaille dans le monde des cryptoactifs et qu'on essaye de générer de la crypto-monnaie ou des cryptoactifs d'une manière ou d'une autre, et on a l'impression que le texte de loi va se vouloir très, très large, là, c'est une activité réglementée qui va dépendre de la catégorie d'un professionnel indépendant et il va falloir se déclarer en amont pour payer et des charges sociales et des impôts et avoir le droit de facturer. C'est ça? Exactement. C'est exactement ça, Bernard. Eh bien, bravo. C'est tellement simple que j'ai tout compris. Et j'espère que nos auditeurs aussi. On est bien J'espère aussi. À votre disposition pour répondre à toutes les questions. Voilà. Mille merci, Myriam. À Je vous en très prie. bientôt. Avec grand plaisir. Et on a bien noté qu'on va refaire une émission sur le Recibo Verde. Oui. Allez, dites-le avec l'accent portugais. Recibos verdes. Bravo. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir à tout le monde. À très bientôt. Bonne soirée, bonne fête. Au Merci revoir. à vous aussi. La French Radio. Portugal.